Je vous remercie, Monsieur le Président. Qu'il me soit permis de formuler deux observations à titre liminaire. La première, en guise de remerciement, pour vous remercier, Monsieur le Professeur Blanco, de nous avoir organisé ce colloque et remercier également l'Université d'Orléans et le Centre juridique de recherche juridique Potier de l'avoir organisé et l'accueillir avec vous. Deuxième observation, une observation en guise d'avertissement. Bien évidemment, mon propos n'engage que moi. Il n'engage pas l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il n'engage pas non plus, bien évidemment, le Conseil d'État dont je ne suis pas membre. Voilà. Cela étant dit, donc, le sujet dont je vais vous entretenir est celui de l'oralité dans la phase d'instruction. À première vue, l'oralité semble inexistante dans l'instruction. A priori, l'oralité, c'est-à-dire ce qui désigne, ce qui s'exprime par la parole, participe à l'œuvre de justice, là où le juge vient dire le droit en l'exprimant par la parole avant de l'énoncer par écrit. Pour autant, cette oralité n'a manifestement pas sa place dans la phase d'instruction du procès administratif, objet du livre 6 de notre Code de justice administrative, entre le dépôt de la requête et la clôture de l'instruction. Cette oralité, elle va désigner l'élément verbal du procès administratif, elle va se confondre avec ce qui a été vu hier, l'audience publique, avec les conclusions du rapporteur public, qui sont suivies d'observations orales, les observations orales des avocats, comme le prévoit l'article R 732-1 du Code de justice administrative, article R 733-1 devant le Conseil d'État. À ce moment-là de l'audience publique, bien évidemment, l'instruction est close. Mais encore, les observations orales doivent être présentées, selon les dispositions de notre Code de justice administrative, à l'appui des conclusions écrites. Autrement dit, il n'y a pas d'oralité à l'audience publique sans un écrit pendant l'instruction. L'oralité à l'audience soutient l'instruction écrite sans la compléter, sans la dépasser. Comme le signalait le professeur Chaput dans son manuel, depuis l'origine, c'est-à-dire le règlement d'Aguesseau de 1738, qui a fait disparaître la coutume au profit de l'écrit, il y a aujourd'hui un lien étroit et naturel sans équivalent qui s'est noué entre la qualité de juridiction administrative et le caractère écrit de la procédure. De fait, notre Code de justice administrative requiert une requête motivée qui contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge pour introduire l'instance. Et l'instruction commence toujours par un échange d'écriture qui sont déposées aujourd'hui de manière dématérialisée par voie électronique sur l'application Télérecours. Il n'y a donc pas d'instruction sans un écrit fondateur. Du reste, lorsque, dans le sillage d'Édouard Laferrière, le Conseil d'État qualifie la procédure administrative d'essentiellement écrite, ou encore de principalement écrite, la part mineure, la part résiduelle qu'il réserve à l'oralité correspond avant tout aux fameuses observations orales à l'audience publique, qui restent accessoires du support écrit. Je vous renvoie à cet égard aux conclusions de la présidente Gaëlle Dumortier sur une affaire du Conseil d'État, une décision du Conseil d'État du 21 octobre 2015, numéro 381-754, au recueil, page 351. Mais à bien y regarder, l'écrit ne fait pas tout dans l'instruction. Il n'est plus possible d'affirmer aujourd'hui, avec le président Raymond Audin dans son cours, que la procédure est exclusivement écrite. D'abord, il existe des mesures d'instruction qui reposent en tout ou partie sur l'oralité. L'enquête, la visite des lieux, l'expertise. Je présume que tout cela sera développé par le professeur Alexandre Ciodo après moi. Ensuite, il y a plusieurs procédures où l'oralité s'insinue très largement dans l'instruction. Je pense tout d'abord au contentieux des obligations de quitter le territoire,
contentieux issu de la loi du 10 janvier 1990, où le juge, depuis toujours, doit statuer dans un délai extrêmement bref. Aujourd'hui, selon l'article R 776-26 de notre Code de justice administrative, je cite, « L'instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations orales. » Fin de citation. Je pense ensuite à la procédure devant le juge des référés, statuant en urgence, issue de la loi du 30 juin 2000. Le sujet a été évoqué hier. Si l'on reprend les textes, le premier alinéa de l'article L522-1 du Code de justice administrative spécifie bien, je cite, que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Fin de citation. Et le premier alinéa de l'article R 522-8 postule que, je cite, « l'instruction est close à l'issue de l'audience ». Fin de citation. Troisième élément auquel je pense, le référé. Le référé en matière de passation des contrats et marchés. Un dispositif institué par la loi du 4 janvier 1992, complété par la loi du 29 janvier 1993. C'est un dispositif qui est certes antérieur au référé d'urgence, mais en l'état, aujourd'hui, les dispositions, notamment des articles R 551-4 et R 551-8, référé précontractuel l'un, référé contractuel de l'autre, prévoient bien l'application de cette disposition que je vous ai rappelée tout à l'heure, l'article R 522-8, notamment lorsque le juge envisage de prendre d'office une mesure et qu'il doit donner un délai aux parties pour présenter leurs observations, le cas échéant jusqu'à l'audience. Enfin, dernier élément où l'on voit qu'il n'est plus possible d'affirmer que la procédure est exclusivement écrite, le Conseil d'État a expressément indiqué dans une décision association Nartex, numéro 402-714, du 6 avril 2018, il y a à peine 3 ans, que lorsque le juge, pour les besoins de l'instruction, invite les parties à produire des observations et que l'affaire est déjà inscrite à un rôle d'audience, ce juge peut ou bien rayer l'affaire du rôle, donc il va renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ou bien différer la clôture de l'instruction qui est prévue de plein droit au plus tard à la date de l'audience, et notamment, il peut le faire, je cite, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales. Fin de citation. Bref, avec ces éléments, l'oralité est donc possible dans la phase d'instruction. Le sujet n'est pas tabou. Cette oralité, elle fait instinctivement figure de gageur, c'est-à-dire un peu d'une action étrange dont on ne conçoit pas forcément le motif, ou encore une action qui ne va pas forcément à l'encontre du bon sens, mais plutôt de la pensée dominante, de l'écrit. Mais cette oralité, elle tente à s'afficher comme un vecteur de l'instruction au même titre que l'écrit. Donc, premier temps, l'oralité gageur, deuxième temps, l'oralité vecteur. L'oralité fait spontanément figure de gageur dans l'instruction du procès administratif. À suivre la meilleure doctrine, l'écrit est un pilier de l'instruction du procès administratif. L'écrit a toutes les vertus de clarté, de simplicité, comme si, fondamentalement, si on y réfléchit, une authentique argumentation juridique ne peut être qu'écrite. Dans son manuel, René Chaput désignait l'écrit comme une, je cite, garantie de bonne justice, fin de citation. À l'instar d'Éluard Laferrière, qui dans son traité y voyait une précieuse garantie de bonne justice. Il me semble que ça a été évoqué hier, notamment par le professeur Jolin. À l'évidence, on voit bien que l'écrit, c'est la valeur sûre de l'instruction, la valeur refuge, qui prévient tout risque d'incident, qui rend impossible les surprises, ces surprises que le juge abhorre. L'instruction se fait en sécurité, en toute sécurité, elle se fait en égalité, en toute égalité. L'écrit permet au juge, comme à toutes les parties, d'être constamment et pleinement informé de l'évolution de l'instruction. L'écrit permet de satisfaire naturellement et sûrement une instruction contradictoire, et ce, à des conditions économiquement acceptables, comme l'envisageait le vice-président Jean-Marc Sauvé.
A contrario, il se déduit que l'oralité ne le permettrait pas, voire qu'elle serait plus coûteuse, plus onéreuse, probablement parce qu'elle serait trop chronophage ou trop aléatoire. L'oralité, dans cette culture administrative, n'a certainement pas sa place. Une culture administrative où on préfère encore parler de séance publique plutôt qu'audience publique, notamment au Conseil d'État. Cette oralité donc n'a apparemment rien de naturel chez le juge administratif. Et pourtant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'oralité s'insinue peu ou prou comme une valeur ajoutée du procès administratif. Et c'est là, en termes d'efficacité, que l'oralité a fait ses preuves, notamment dans la procédure des référés d'urgence. Elle s'est imposée à tous les acteurs de cette procédure qui se veut rapide, simple et peu formaliste. Donc effectivement, l'oralité, c'est plus souple, c'est plus fluide, c'est plus interactif, c'est plus direct. On favorise un dialogue entre les parties et le juge des référés, qui peut interroger directement les parties, leur poser des questions avant de clore l'instruction. Comme l'indique le président Jean-Denis Combrexel dans le rapport public 2020 du Conseil d'État qui vient de paraître, le juge des référés est d'abord un juge du concret, un juge qui connaît et qui s'immisce dans la réalité de ce qu'il juge. Il n'est pas là un juge désincarné qui applique des raisonnements et des principes juridiques de façon abstraite. De sorte qu'à l'évidence, bien souvent, sa conviction de juge va se forger à partir des réponses qui lui sont données à l'audience. À l'instruction qui se poursuit à l'audience, au cours de laquelle des moyens nouveaux peuvent être formulés, des arguments supplémentaires développés, des pièces nouvelles présentées. Et l'audience va permettre une discussion contradictoire de ces éléments. Cette instruction orale à l'audience est d'autant plus essentielle que le juge des référés, comme le rappelait hier le président Stirn, se conçoit aussi comme un médiateur, voire un conciliateur des parties. Au travers du référé, c'est vrai que le juge administratif prend une position nouvelle envers les parties. Il intervient dans le temps qui est le leur et il entretient avec elles des échanges significatifs qui peuvent le conduire à jouer un rôle, parfois, ce n'est pas toujours le cas, un rôle de médiation, voire de conciliation. Et c'est cette oralité qui va permettre de dépasser la fonction primaire de juge pour accéder à ce rôle de médiateur, de conciliateur entre les parties. À l'expérience, on voit que cette oralité en référé a un double intérêt, pour le juge et pour les parties. Elle a un intérêt pour le juge, qui va compléter son information, notamment sur les conséquences éventuelles de sa décision, qui va dissiper les zones d'ombre et qui va maximiser son pouvoir inquisitorial. C'est une chose essentielle. Ne pas oublier qu'on est en matière administrative, justice administrative, avec un caractère inquisitorial de la procédure. Cette oralité, elle revêt aussi un intérêt pour les parties, qui sont replacées au cœur du procès, qui débattent, qui précisent, qui détaillent, qui explicitent leur argumentation. Le vice-président Bruno Lasserre, dans Les Mélanges Laptoul, rappelait la rationalité de cette audience de référé. L'idée, je cite, est que personne ne sorte frustré de l'audience. Ni le juge, qui doit avoir obtenu une réponse aux interrogations en suspens, ni les parties, qui doivent repartir avec le confort d'avoir pu s'exprimer sur les points centraux du litige. Fin de citation. L'oralité permet donc un échange réciproque qui doit être à l'avantage de tout le monde, en instillant de l'humain, du concret, dans un débat juridictionnel de référé. L'oralité se part ainsi du label gagnant-gagnant, grosso modo, win-win. Mais attention, ça reste une oralité sélective. Toutes les affaires en référé n'accèdent pas à l'audience. Le juge des référés procède à un tri. Je vous renvoie aux dispositions de l'article L522-3 du Code de justice administrative. Il ne retient que les affaires qui nécessitent une confrontation orale. Confrontation, pas toujours, si l'on veut justement passer à la médiation.
on dépasse la confrontation pour aller au questionnement. Questionnement oral pour une meilleure compréhension de la situation des parties. À la faveur de cette procédure de référé, ce petit monde merveilleux tel que je viens de vous le présenter, une marge de progression de l'oralité dans l'instruction est manifestement possible. C'est ce que reconnaissait le président Jean-Denis Combrexel, qui estimait que le référé a montré une place pour des audiences de qualité avec des échanges oraux, y compris pour des procédures non urgentes. C'est dans cette voie que la section du contentieux du Conseil d'État s'est engagée à l'occasion de l'élaboration de son projet de section couvrant les années 2019 à 2023, à l'issue d'une réflexion menée par les présidents Caroline Martin et Mathias Guillaumard. Le renforcement de la place de l'oralité dans la procédure contentieuse au Conseil d'État a été identifié comme une action prioritaire à mener. Il y a deux actions forces, deux idées forces qui ont été retenues. La première tient à l'expérimentation de formes plus légères et plus souples d'instruction orale. La seconde tient à l'introduction d'une procédure d'audience d'instruction devant la formation de jugement. Se dessinent alors les contours non pas forcément d'une révolution, mais au moins d'une évolution procédurale maîtrisée. Vous voyez le langage subtil, mais je vous renvoie à ce que disait Florent Pougnier hier sur le vocabulaire qu'on doit utiliser. Et dès lors que l'écrit n'est pas nécessairement le vecteur suffisant de l'instruction, il y a potentiellement une place pour l'oralité au cours de l'instruction, même des dossiers de fond. L'oralité, donc, s'affiche désormais comme un vecteur de l'instruction du procès administratif. En tirant les conséquences des acquis de la procédure de référé, il est donc possible d'acclimater l'oralité au procès administratif d'une manière générale. Il s'agit de conserver la plus-value qu'elle apporte sans repenser toutes les modalités du procès administratif. Il s'agit non pas d'évincer l'écrit, mais de le compléter. Comme le rappelle le président Potier de Lavarde, je cite, « Dans la rivalité plus que séculaire de l'écrit et de la parole, où chacun tend à exclure l'autre, c'est la complémentarité qu'il faut viser, non le triomphe de l'un sur l'autre. » Fin de citation. Une expérimentation inédite a donc été lancée au Conseil d'État à l'automne 2020. Produit de ce projet de section dont je vous ai parlé, le décret numéro 2020-1404 du 18 novembre 2020 a notamment pour objet d'introduire à titre expérimental, pour une durée de 18 mois devant le Conseil d'État, la possibilité de compléter l'instruction écrite par une instruction orale. Deux techniques orales sont envisagées dans le sillage des deux idées forces que j'évoquais tout à l'heure. D'une part, l'organisation d'une séance orale d'instruction pour une formation d'instruction. D'autre part, la tenue d'une audience d'instruction pour une formation de jugement. L'expérimentation est en cours, il n'est pas forcément évident d'en parler. Elle devra faire l'objet d'un rapport d'évaluation avant son terme. Mais cette expérimentation, d'emblée, on le devine, suppose de bouger les lignes, notamment pour le juge, comme pour les parties, de sortir de sa zone de confort. Et dès lors que, effectivement, l'oralité, c'est un peu une partie à trois, comme le rappelait Jean-Denis Combrexel, il y a le juge, les avocats et les représentants de l'administration. Ce n'est évident pour personne. La culture du juge administratif étant une culture de l'écrit, on va changer les habitudes. C'est une expérimentation, c'est aussi quelque chose d'assez inédit au Conseil d'État. Et pour le vice-président Lasserre, c'est le signe de la capacité de se transformer dont le Conseil d'État a toujours fait la preuve. 7 mois après, une première recherche sur Légifrance ou sur Ariane Web, par le numéro du décret, laisse encore circonspect. Vous trouverez a priori 3 décisions. J'en écarte une, c'est une erreur de plume. Je l'ai vérifié auprès du greffe. Il n'y a jamais eu d'oralité, il n'y a jamais eu d'instruction orale. Donc une pure erreur de plume. Ils ont visé le décret, ils se sont trompés d'un chiffre.
Il y a donc deux décisions qui font explicitement application du décret. La première décision est une décision du 22 décembre 2020, association La Quadrature du Net, numéro 446-155, aux tables du Le Bon, page 750. La seconde décision est une décision d'assemblée du 21 avril 2021, French Data Network et autres, numéro 393 099, d'autres numéros. A priori, c'est une décision promise à une publication. Et vous avez déjà la chronique des maîtres des requêtes responsables du CRDJ, Malverti et Beaufils, qui a été publiée à la JDA. D'après les informations que j'ai obtenues, il y a eu déjà 2 autres séances orales d'instruction qui se sont tenues, mais pour le moment, aucune décision formalisée, donc je ne pourrais pas en parler devant vous. Donc là, à chaque fois dans ces 2 décisions dont je vous parle, il s'est agi donc d'une séance orale d'instruction menée par une formation d'instruction dans des délais assez courts, et donc en l'état, aucune audience d'instruction menée par une formation de jugement n'a été tenue. La première séance orale d'instruction a été tenue dans une affaire de cassation, donc le Conseil d'État juge de cassation, par la 10e chambre de la section du contentieux. La seconde dans une affaire d'excès de pouvoir, le Conseil d'État juge de premier et dernier ressort, et par une formation d'instruction réunie des 10 et 9, des 10e et 9e chambres réunies. À chaque fois, l'affaire a donné lieu à une décision retentissante sur laquelle le Conseil d'État a communiqué. Quand je parle de communiquer, avec un communiqué de presse sur le site, notamment. La seconde, je l'ai déjà dit, étant d'ailleurs une décision d'assemblée. La séance orale d'instruction a permis d'aborder à chaque fois des sujets très techniques, mais d'envergure sociétale touchant aux libertés publiques. D'un côté, il s'agissait de l'usage des drones à des fins de police administrative par la préfecture de police. De l'autre, la conservation générale et indifférenciée des données de connexion ainsi que les techniques de renseignement mises en œuvre par les services de renseignement avec le traitement de ces données de connexion. C'est un peu compliqué. Mais dans ces dossiers, à chaque fois, il y avait une partie dotée d'un mandataire au sens du Code de justice administrative, donc autrement dit d'un avocat, face à une administration dépourvue de mandataire. Il y a tout lieu de penser que dans ces 2 affaires, l'oralité s'est révélée utile, pour le juge comme pour les parties, sans forcément rallonger la durée de l'instruction. Pour le juge, c'est une séance de questions-réponses qui a sans doute été décisive compte tenu de la complexité des sujets abordés. Pour les parties, même les plus préparées, c'est un moment particulièrement redoutable où l'approximation verbale n'a absolument pas sa place. On ne peut pas employer un mot pour un autre, sinon il faut faire très attention. À défaut d'une mention dans le recueil Le Bon, cette instruction orale a été consacrée dans les lignes du journal Le Monde à l'occasion de la seconde affaire, qui relatait précisément la séance orale d'instruction. Et c'est dans ce quotidien, je vous le rappelle, que le 3 janvier 2020, le vice-président Bruno Lasserre et le président Jean-Denis Combrexel avaient annoncé leur intention de renforcer l'oralité dans le procès administratif. Cette consécration dans une édition papier du journal rappelle en creux que l'écrit reste la norme procédurale de l'instruction, mais que ce n'est plus forcément la norme absolue. C'est désormais une norme qui s'ajuste en fonction des besoins, et parce que c'est le caractère inquisitorial de la procédure, c'est plus précisément en fonction des besoins du juge, plus que des parties. En effet, tous les sujets ne se prêtent pas à une instruction orale. Seuls les sujets importants, pour reprendre l'expression de Jean-Denis Combrexel, seules les affaires les plus significatives qui intéressent le grand public nécessitent de dépasser une compilation des écritures, des mémoires, afin d'éclairer le plus complètement la formation d'instruction, voire la formation de jugement, et d'éviter tout malentendu avec les parties, notamment avec l'administration. C'est le juge qui en décide à la faveur de son pouvoir inquisitorial,
afin de mettre les affaires en état d'être jugées. Alors c'est vrai, avec ce tri, comme le remarquent les professeurs Olivier Gauhain et Florian Poulet dans leur manuel, il y a le risque de développer une justice à deux vitesses, qui distinguerait les affaires importantes, où l'instruction sera approfondie avec une part d'oralité, et les petites affaires, qui ne présentent pas un intérêt suffisant pour justifier un débat oral. Reste que le tri, qui permet des circuits différenciés pour le traitement des affaires, à l'instar justement du processus qui a été mis en place très récemment, depuis le 1er mars 2021, au sein de la Cour de cassation, qui prévoit aujourd'hui 3 méthodes de travail différentes, et notamment aujourd'hui un circuit dit approfondi, avec justement une séance d'instruction. Donc ce tri se veut objectivement le gage quand même d'une meilleure administration de la justice, une administration de la justice ajustée au mieux en fonction des besoins. Ce qui, précisément, n'a rien de nouveau pour le juge administratif, encore moins pour le juge administratif de cassation, que je connais bien, qui depuis 1987 soumet à l'instruction contradictoire les seules affaires fondées sur un moyen sérieux. Je vous renvoie là aux dispositions de l'article L822-1 du Code de justice administrative. À l'évidence, cette oralité à moyen constant n'est pas un facteur d'égalité dans l'instruction, ou encore de démocratisation ou d'accessibilité du justiciable, du quidam, au juge. Je donne un exemple. À l'occasion de la seconde séance orale d'instruction que j'ai évoquée, ce ne sont pas moins le procureur national antiterroriste, le procureur de la République de Paris, le directeur général de la sécurité intérieure qui ont été sous le feu des questions de la formation d'instruction. Ce n'est pas n'importe qui, a priori. Mais l'oralité oblige tout de même des évolutions, une évolution, celle des mentalités, et notamment chez les représentants de l'administration qui sont conduits désormais à prendre la parole et qui ne peuvent pas se retrancher derrière leurs écritures. Ils doivent s'expliquer. Concrètement, ayant vécu la première séance orale d'instruction sur la question des drones, la préfecture de police s'est présentée avec une magistrate qui habituellement représente toujours le ministère de l'Intérieur et un contrôleur général de la police nationale, responsable justement de la police administrative de toutes les manifestations sur la voie publique, ainsi que le directeur technique de la préfecture de police, et ils ont été conduits à s'expliquer sur les nuances entre les potentialités d'un drone civil, du drone civil utilisé par la préfecture de police et le drone militaire tel que nos armées les déploient sur les théâtres d'opérations extérieures. Voilà, on est rentré dans des détails assez singuliers pour bien comprendre les subtilités et comment se faisait justement le traitement des données. Et je pense que précisément pour cette séance, c'était essentiel, notamment pour le juge, pour bien comprendre les documents qui lui avaient été fournis, notamment les caractéristiques techniques des drones utilisés par la préfecture de police, qui peuvent utiliser un langage qui n'est pas forcément accessible à tous, et notamment à un juge quel qu'il soit. L'oralité, on le voit, précède, l'écrit dans cette instruction orale va quand même précéder l'oralité, au sens où, avant la séance, le juge va formuler et adresser par courrier des questions aux parties une semaine avant la séance orale d'instruction, pour avertir des points qui seront susceptibles d'être évoqués. Et on voit que l'écrit succède aussi à l'oralité, au sens où, faute de procès verbal, les parties vont prolonger par précaution leurs réponses orales par des mémoires écrits pour ne rien laisser passer. L'oralité ne va pas donc éviter cette redondance. Là où l'oralité pourra contribuer au dialogue des parties devant le juge, l'écrit revient pour cristalliser l'opposition des parties. En définitive, l'oralité va indéniablement dans le sens d'un approfondissement de l'instruction, mais encore faut-il, comme le vice-président Bruno Lasserre le reconnaît, accepter
que la culture de l'oralité transforme la relation entre le juge et les justiciables, et ce, afin d'enrichir le débat contentieux pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants des affaires les plus complexes et pour mieux approcher la vérité des dossiers. Je vous remercie.